Aujourd'hui, dans le club Le Figaro Idées, nous allons descendre du ciel des idées pour parler de la chair. La chair qui est triste, hélas, puisque c'est un fait avéré. La libido est en berne en Occident. La liberté sexuelle, jadis vantée par mai 68, semble avoir laissé place à une forme de méfiance sexuelle. L'amour et le sexe sont devenus des territoires dangereux, risqués, où l'on risque de rencontrer la souffrance et que l'on veut éviter. Alors à qui la faute? Est-ce la faute justement à cette liberté sexuelle absolue ou bien au contraire à une nouvelle morale, une morale puritaine et féministe? On en débat avec mes deux invités, la sexologue Thérèse Argot et l'essayiste Noémie Alioua. Bonsoir à toutes les deux et bienvenue dans le club Le Figaro Idées. Je le disais, c'est un sujet qui va changer parce que nous allons parler ce soir de sexe et d'amour. Ce n'est pas forcément courant dans notre émission. Merci d'avoir accepté d'en parler. Alors, Thérèse Argot, vous êtes thérapeute du couple, sexologue. Vous avez écrit de nombreux livres sur cette question et vous publiez ce livre « Tout le monde en regarde ou presque ». Ce qu'on regarde, c'est le porno, la pornographie. Donc, vous dites qu'elle a explosé aujourd'hui et vous alertez contre ce fléau, et pas seulement pour la jeunesse, mais aussi dans le monde adulte. On va en parler, on verra si oui ou non ça a un lien avec notre sujet. Bienvenue en tout cas. Et pour vous accompagner ce soir, Noémie Alioua, vous êtes journaliste pour le média en ligne Factuel, également essayiste, et vous publiez ce livre « La terreur jusque sous nos draps », un livre qui est un peu un cri contre une forme de puritanisme néo-féministe qui voudrait tout politiser, y compris la relation amoureuse, et vous dites que c'est ça la principale menace aujourd'hui qui pèse sur l'amour, donc des points de vue différents, mais qui peut-être se retrouveront sur certains aspects. On va en parler tout de suite. Et je voudrais commencer cette émission par un sondage qui est paru cette semaine et qui a fait la une de Libération, du quotidien Libération, un sondage sur l'amour et la sexualité, puisque ce sondage IFOP révélait que plus d'un quart des 18-24 ans initiés sexuellement n'ont eu aucun rapport sexuel lors de l'année écoulée, soit 5 fois plus qu'en 2006. C'est un record. Des sexologues interrogés disent que c'est un recul sans précédent de l'activité sexuelle. Alors, j'aimerais vous demander, Thérèse Argot, si ça vous étonne ou pas ce chiffre, et est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez, que vous constatez vous-même dans votre métier de thérapeute et de sexologue, cette espèce de recul de l'activité sexuelle? Alors non, je ne suis pas étonnée, puisque en 2020, donc mon avant-dernier livre avait pour titre « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ?» et en bandeau, en 2030, les couples cesseront de faire l'amour. C'est-à-dire que selon les statistiques déjà de l'époque, déjà en 2020, j'alertais l'opinion publique en expliquant qu'on allait vraiment vers la fin des relations sexuelles et d'une certaine façon la fin de l'amour, et qu'il était grand temps de s'interroger collectivement sur cette façon de penser et de vivre notre sexualité. Ce livre est sorti en plein confinement, enfin même la première semaine du confinement, donc malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de le défendre, mais en fait il est totalement d'actualité puisqu'il annonçait ces chiffres qu'on est en train de... Le confinement qui a d'ailleurs peut-être accéléré les choses. Peut-être, évidemment, le confinement a certainement eu un impact assez négatif sur la vie sexuelle et amoureuse de nos contemporains, mais déjà même avant le confinement, en fait bien plus profondément, il y a des causes très profonde qui explique ce désintérêt pour les relations sexuelles au sein du couple. Alors, il faut savoir que les gens continuent à avoir une vie sexuelle, mais en général très individualiste, très consumériste, au travers évidemment de la consommation massive de pornographie, ça c'est très important de le dire, et aussi de l'usage de jouets sexuels, etc., qui permettent à chacun de s'accorder un petit moment de plaisir, mais seul. On a vraiment une disparition de la notion de relation au sein de la sexualité. C'est en cela que c'est très interpellant. Noémie Alioua, qu'est-ce que ça vous inspire, ce chiffre ? C'est vrai que c'est un chiffre qu'on voit déjà depuis plusieurs années. Moi, en travaillant sur ce livre, je m'en suis rendu compte aussi que ça faisait déjà au moins plusieurs mois que c'était acté, qu'il y avait vraiment une dissolution de cette relation amoureuse, de la relation sexuelle. Et c'est vrai que je me suis posé la question de savoir quel discours avait aussi impacté cette récession sexuelle, comme ils disent, cette diminution des relations entre les gens, cette dissolution du lien amoureux.
Et donc, je me suis posé la question de savoir quels étaient ces discours, parce qu'il y a des discours aussi sur lesquels s'appuie ça. Je pense que l'amour, si vous voulez, et le sexe, la relation en général, est au cœur de plusieurs attaques. Elle est attaquée de diverses façons. Je pense qu'elles ne s'opposent pas forcément. Il peut y avoir la pornographie. Sans doute que la pornographie tue l'amour et tue la relation amoureuse et sexuelle. Mais je pense aussi que certains discours qui sont portés par des néo-féministes participent aussi à cette dissolution du lien amoureux. Je ne crois pas que ça s'oppose. Ce sont différents facteurs qui attaquent l'amour. C'est la raison pour laquelle il faut le défendre et il faut le sauver. Est-ce que vous ne croyez pas tout de même que peut-être qu'il y a que nous vivons une sorte de retour de bâton de la libération sexuelle où effectivement tout a été permis, tout a été mis sur un plateau et finalement il y a une sorte pas de dégoût, mais d'abondance, de vertige de l'abondance en fait, qui fait que finalement comme tout est à portée de main, il n'y a même plus le frisson de l'interdit dans la sexualité, et bien ça devient une forme de... Ce n'est plus quelque chose d'intéressant. Je cite souvent cette phrase, cette citation de Michel Houellebecq qu'il met dans Plateforme. Il a beaucoup développé cette espèce de lassitude du libéralisme amoureux. Et il dit « Les expériences successives accumulées en cours de l'adolescence minent et détruisent rapidement toute projection d'ordre sentimental et romanesque. Progressivement et en fait assez vite, on devient aussi capable d'amour qu'un vieux torchon. » Alors c'est dit de façon assez brutale. Mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec cette idée que voilà, il y a peut-être aussi un trop-plein de libération sexuelle qui est en train de se retourner. Il y a un retour de balancier, c'est ce que vous écrivez dans votre très beau papier dans Le Figaro. Je sais que c'est des thèses qui ont été abordées et travaillées par Patrick Buisson, notamment dans Décadence. Bien sûr qu'il y a sans doute des effets pervers de cette libération sexuelle, mais malgré tout, moi je pense que cette libération sexuelle était importante, elle était nécessaire. On peut considérer que la femme est devenue un objet, mais elle est aussi devenue sujet. Moi je suis assez contente que la femme soit plus libre qu'elle ne l'était il y a 50 ans. D'ailleurs, quand vous venez d'un milieu plutôt conservateur et religieux, ça vous a permis aussi de... Vous avez senti... Enfin, ça vous a délivré quelque part aussi la libération sexuelle. Tout à fait, cette oppression même, ce carcan religieux dans lequel j'ai grandi dans un milieu très religieux, que je ne rejette pas du tout d'ailleurs, à Sarcelles, un milieu qui m'a protégée, qui m'a donné des valeurs, qui m'a donné une ligne droite de conduite, mais malgré tout, j'ai senti en tant que femme, si vous voulez, qu'il y avait trop d'interdits, trop si vous voulez, de pudibonderie, et lorsque j'ai grandi, j'ai eu besoin de me libérer de tout ça, et je suis contente que les femmes soient le plus libres possible, même si, bien sûr, il y a toujours, je sais que ça vous tient à cœur, mais il y a toujours des limites. Bien sûr, la liberté n'a pas de sens si elle n'a pas de limite d'une certaine façon, mais je pense que la libération sexuelle était nécessaire, même s'il y a ces effets pervers qui sont problématiques et qu'il faut dénoncer. Thérèse Ergaud, est-ce que c'est un retour de bâton la liberté sexuelle selon vous ? En fait, le projet de la libération sexuelle est très beau et moi je passe ma vie à essayer de l'accomplir, ce projet-là de libération sexuelle. Mais tel qu'il a été pensé dans ces années-là, il pose problème sur différents points de vue. En fait, finalement, ce qu'on a voulu libérer principalement, c'est la pulsion sexuelle. Je m'explique, c'est pas tout à fait la même chose. On s'est dit... Finalement, le sexe, ça peut se vivre quand on veut, comme on veut, avec qui on veut. Et on a libéré cette tension sexuelle qui devrait être assouvie immédiatement à n'importe quel moment. Je parle de la pornographie principalement, qui permet à n'importe qui, à n'importe quel âge, d'assouvir sa pulsion sexuelle, puisque aujourd'hui l'industrie permet d'avoir accès à un nombre infini de vidéos qui sont un support masturbatoire. Et donc, on a des enfants, je répète, ce sont d'abord des enfants qui, au lieu d'être éduqués, c'est-à-dire qu'on apprend à maîtriser sa pulsion, on apprend à la mettre dans une certaine temporalité. Il y a un temps pour, il y a... Eh bien, à ce moment-là, qui est un moment très important de l'enfance et de l'adolescence, eh bien, on laisse libre cours à cette pulsion. On a libéralisé cette pulsion-là, avec tous les effets pervers qu'il y a. C'est-à-dire que, finalement, l'autre est un objet de consommation. Le sexe est devenu quelque chose de récréatif. Comme on fait du tennis, on fait du sexe. D'ailleurs, j'entendais encore cette expression utilisée par des féministes de nous toutes récemment, en disant « on fait du sexe quand on veut, du sexe ». Voilà, à quoi est-ce qu'on est arrivé ? Comme je dis, on fait n'importe quel autre sport. Et quand on a fait la sexualité un objet juste récréatif, il y a beaucoup d'autres sources de divertissement bien plus intéressantes. Et puis, si on a libéralisé d'une certaine façon la pulsion sexuelle, eh bien, elle pose aussi problème parce qu'on voit bien que dans les rapports amoureux, dans les rapports sexuels, il y a de la violence qui est inadmissible et qui s'installe au sein des relations conjugales. Alors, c'est en cela qu'il faut vraiment repenser ce discours-là et comprendre que là, on a parlé de la disparition des relations sexuelles au sein des couples. Ce n'est pas la faute des écrans, ce n'est pas la faute de Netflix, des séries ou des réseaux sociaux. Je pense que c'est une fausse excuse. Tout ça est utilisé pour fuir l'intimité sexuelle, qui est une source d'angoisse,
qui est une source d'inquiétude chez les jeunes, d'inquiétude parce qu'il faudrait performer, d'inquiétude parce qu'on a peur justement par rapport à cette question de consentement, etc. Ce n'est plus un lieu de joie, ou ce n'est pas, je ne sais pas si c'était mieux avant, mais en tout cas ce n'est pas aujourd'hui un lieu de joie, d'épanouissement et surtout un lieu de ressourcement. Et donc voilà, donc je pense qu'il y a vraiment, on doit interroger ces discours-là, c'est très important, et surtout pas rester sur des analyses complètement absurdes, de dire c'est la faute de Netflix, pas du tout. Mamie Alua, vous voulez réagir ? Tout à fait. Et ces discours qui expliquent aussi cette dissolution du lien amoureux s'appuient aussi sur la méfiance entre les sexes. Moi, je me rends compte autour de moi, et je me rends compte en lisant ce qui est produit maintenant dans les magazines féminins, certains livres. Vous avez parlé peut-être de La chair est triste, hélas, d'Ovidie, qui est une intellectuelle, qui est une femme intelligente, qui a écrit un livre passionnant parce qu'il dit quelque chose de l'époque. Ovidie qui a renoncé au sexe. Voilà, tout à fait. Ovidie qui était une ancienne actrice porno et qui a connu la pornographie. Exactement, et qui explique que pendant 4 ans et demi, elle a totalement renoncé au sexe avec les hommes. Et ces discours-là, si vous voulez, c'est-à-dire qu'au nom de la libération de la femme, on va renoncer à l'amour, on va renoncer à l'homme, parce qu'il y a du risque, parce qu'il peut y avoir de la douleur. Et donc, on dresse les hommes contre les femmes. Or, il faut, je sais que vous l'avez défendu aussi, il faut défendre un féminisme de réconciliation. Et ça joue aussi dans cette séparation des hommes et des femmes, et dans cette dissolution du lien, du couple et du lien amoureux. Oui, parce que parmi les différentes causes de cette disparition des relations sexuelles, alors moi je pense que la pornographie y est pour énormément, mais il y a autre chose dans ce discours post-MeToo finalement, où certaines personnes vont considérer les hommes comme des violeurs, des agresseurs potentiels. N'importe quel homme pourrait t'agresser ou te violer. Mais dès lors que dans la relation à l'autre, j'ai cette idée que l'homme qui est en face de moi pourrait potentiellement me violer, m'agresser, eh bien, ça empêche une rencontre aussi authentique et libre. On met de l'insécurité au sein de la relation. Et on connaît ce fameux « moi, les hommes, je les déteste ». Et puis on va en parler, oui. Voilà, c'est ça. Et d'autres ouvrages qui sont sortis sur le génie lesbien, etc. Et donc, cette méfiance entre hommes et femmes, on la ressent chez les adolescents. Moi, je passe toutes les semaines dans des lycées partout en France. Et combien de lycéens me disent « mais madame, c'est tellement plus facile de regarder du porno que d'aller draguer une fille. C'est tellement plus sécurisant d'être derrière son écran, aller discuter en ligne sur des applications, plutôt que d'oser la rencontre authentique, parce qu'on ne sait pas, à n'importe quel moment, une femme peut se retourner contre nous et dire qu'on l'a agressée, qu'on a abusé d'elle ou on l'a violée. » Et tout ça, en fait, crée un climat qui détruit considérablement l'amour. Et je pense que c'est vraiment la chose la plus triste au monde qui pourrait nous arriver. Oui, pour ce discours qui criminalise un petit peu tous les hommes, je me suis amusée à appeler ça le reductio ad porsum. Vous savez, j'ai repris ce procédé rhétorique qui a été créé par Léo Strauss, le philosophe allemand dans les années 60, qui parlait du reductio ad Hitlerum. C'est un procédé rhétorique qui consiste à disqualifier son adversaire dans un débat en l'associant immédiatement à Hitler. C'est facile, il n'y a pas besoin d'argumenter. Eh bien, écoutez, maintenant, on disqualifie les hommes immédiatement en les associant à des porcs. Le porc, c'est l'agresseur sexuel depuis Balance ton porc en France. Et donc, on associe tous les hommes à des potentiels agresseurs sexuels. C'est une façon de les disqualifier, effectivement, et de créer et de renforcer ce sentiment de méfiance entre les hommes et les femmes. Et je voudrais juste revenir un peu plus sur le porno, parce que vous en parlez évidemment dans votre livre. En quoi, selon vous, la pornographie corrompt le rapport amoureux, notamment le rapport que les hommes ont aux femmes? Parce que ça, selon vous, ça inculque une nouvelle normativité. Et quelle est cette normativité qui est véhiculée par le porno? C'est quand même très simple. Vous vous rappelez ce que c'est la pornographie? La pornographie, ce sont des images qui sont fabriquées pour provoquer instantanément de l'excitation sexuelle chez les hommes et chez les femmes en vue de la masturbation. Donc l'objectif est de s'accorder un moment de plaisir personnel. En soi, je n'ai rien contre le plaisir personnel, mais ce qui est intéressant, c'est la mise en scène donc, de ces fantasmes qui sont là pour se satisfaire personnellement. Alors, ce qui va se passer, en quoi ça va avoir un impact, on pourrait en parler pendant des heures, mais plusieurs choses à dire, c'est que les enfants qui sont déjà formatés vont être formatés par cet imaginaire issu de l'industrie pornographique. Ça veut dire que la pornographie va servir des fantasmes prêts à l'emploi. Et puis, le cerveau qui va s'habituer à voir ces fantasmes va demander toujours plus, encore plus, parce qu'il est saturé d'images sexuelles et qu'une simple représentation sexuelle ne lui fait plus rien. Donc, il va rechercher l'excitation en transgressant davantage les limites. Et donc, ce qu'il se passe actuellement, et ce qui est important de comprendre, c'est que pour satisfaire ce besoin insociable d'excitation sexuelle qui est réclamé par le cerveau, l'industrie va fabriquer des nouveaux fantasmes. Et on voit qu'aujourd'hui, 90% des images pornographiques visionnées concernent de la violence explicite. C'est-à-dire qu'on est bien loin d'une pornographie mignonne où les gens font l'amour dans les champs. Ce n'est pas ça du tout que vos enfants regardent, vos adolescents et que les jeunes adultes regardent. Et donc aussi, on fabrique des fantasmes qui sont très violents.
j'ai envie de dire, des fantasmes artificiels. Naturellement, on n'aurait jamais eu ce type de fantasme. Et donc, en cela, c'est problématique parce que les jeunes, et donc après les adultes, vont être envahis d'images et de scénarios sexuels qu'ils ne peuvent évidemment pas reproduire dans leur vie sexuelle et ils ont une espèce de tension entre ceux qui les excitent et puis la vraie vie. J'avais encore un jeune homme en consultation là, il y a quelques jours qui me disait ça. Il me dit « Je regarde du porno immensément violent et je n'arrive pas à trouver l'excitation auprès des femmes. Autre exemple que j'ai aussi en consultation, des jeunes hommes, beaucoup, qui me disent en fait, j'ai un problème, je ne suis pas excitée par les femmes autour de moi. Ben non, les vraies femmes de la vraie vie, on est bien imparfaites, eh bien, ne provoquent plus de l'excitation sexuelle chez ces garçons qui sont habitués à avoir un certain type de corps et à avoir un plaisir sexuel selon un certain protocole. Donc, ils ne ressentent plus ça et donc il y a une perte d'excitation sexuelle au sein de cette relation-là. Donc, évidemment, ça mène ce qu'on appelle la culture du viol et en cela, elle est intéressante par rapport à l'industrie pornographique. Et puis aussi, finalement, la pornographie est une réponse à la pulsion sexuelle. Donc, à chaque fois que je ressens la tension, eh ben, hop, je peux l'assouvir au travers de ces images-là. Mais ça veut dire qu'elle n'éveille pas le désir sexuel. C'est pour ça que je fais une très grande différence entre pornographie et érotisme. La pornographie, je dis toujours, c'est le McDo du sexe. Ça permet une consommation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 d'un plaisir sexuel immédiat, alors que l'érotisme serait peut-être le gastronome. Mais donc ça veut dire aussi, la production érotique, c'est une production artistique qui vise à éveiller le désir, la créativité, l'imagination. L'érotisme est nécessaire à la vie sexuelle épanouie, pas le porno. Et donc finalement, en regardant ces images-là, ça n'éveille pas le désir, ça ne donne pas envie de faire l'amour. C'est pouf, ça éteint. Je parle aussi dans ce livre que finalement, selon moi, la pornographie est une forme d'antidépresseur. Je parle d'opium du peuple. Pour moi, le porno, c'est l'opium du peuple. Et ça abrutit, ça abétit, ça rend mou. Et ça n'éveille pas l'envie d'aller dans la rencontre et l'envie d'être dans la rencontre aussi amoureuse et sexuelle. Noémie Luet, dans votre livre, vous parlez des best-sellers érotiques, notamment, qui sont très lus par les femmes. On pense bien sûr à 50 nuances de Grey, qui a été écrit par une femme et qui est très lu par des femmes plutôt quadragénaires, quinquagénaires. Qu'est-ce que ça révèle, selon vous, ce phénomène de littérature érotique, qui d'ailleurs horripile les féministes? Est-ce que pour vous, c'est sain ou malsain? Ce que je trouve très intéressant, justement, et vous le notez bien, c'est que d'abord, c'est de la littérature qui est écrite par des femmes, par des jeunes femmes. Par exemple, il y a le phénomène de la dark romance, dont on entend beaucoup parler, qui aujourd'hui est un phénomène de librairie immense. Je rappelle que Sarah Rivens, je ne sais pas si vous avez déjà lu Captive, son livre, il a été 37 semaines numéro 1 des ventes en classement en France, numéro 1 des ventes de livres. Ça raconte. Il a été au-dessus, il a vendu plus que le livre du Prince Harry, il a déclassé le livre du Prince Harry. Ça raconte toujours des histoires, c'est de la littérature érotique pour jeunes filles, avec des transgressions d'interdits, avec des tabous, avec des gangs, des femmes qui sont enfermées, des fantasmes, à mon avis. Mais la domination masculine. Où il y a de la domination masculine, qui sont écrits par des femmes, qui sont lues par en l'occurrence la dark romance est lue par des très jeunes femmes, et ce sont des féministes, des néo-féministes à mon sens, qui veulent l'interdire. Ce qui est intéressant d'abord, c'est de voir que ça part du bas. Ce ne sont pas des phénomènes qui sont impulsés par des maisons d'édition. Moi, je ne juge pas, j'essaie de comprendre, si vous voulez. Ce ne sont pas des phénomènes qui sont impulsés, qui sont créés, qui sont fabriqués. Ce sont des phénomènes qui sont tissés par des jeunes femmes qui ont peut-être, si vous voulez, envie justement de briser un petit peu ce carcan qui est en train d'être mis en place par MeToo, ce carcan qui est de plus en plus oppressif pour les femmes, pour le désir, pour l'amour, et qui se joue de la transgression, parce qu'on est dans le symbolique. On est là dans une sorte de jeu d'histoire, de romance, où on va transgresser des tabous, des interdits, et où on va jouer de ça, où à la fin il y a toujours une histoire d'amour qui est celle de, voilà, qui n'est pas forcément, qui est assez banale finalement. Et donc il y a du jeu de la transgression qui fait plaisir aux jeunes filles. Et je ne suis pas certaine qu'ensuite ça crée des perversions lorsqu'elles grandissent plus tard. Thérèse Argot, vous avez un avis sur cette dark romance? En fait, ce qui est très intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on consomme en termes de fantasmes et qu'est-ce que ces fantasmes disent de notre société. En fait, finalement, la pornographie n'est que le reflet de notre société. D'une certaine façon, on peut le voir un peu en miroir, c'est-à-dire qu'on va aller regarder des choses qu'on ne peut pas vivre dans la réalité. Qui, aujourd'hui, peut dire qu'elle a envie d'être dominée par un homme? C'est absolument interdit. Pourtant, ça peut être assez excitant d'être dominée par un homme. Et donc, comme c'est interdit, hop, on le place dans le monde des fantasmes, c'est-à-dire de ces
ces images qui vont créer de l'excitation sexuelle, mais qui ne sont pas faites pour se réaliser. Et donc, on voit bien que c'est pas un hasard si la pornographie qui est consommée aujourd'hui, qu'elle soit par vidéo ou dans la littérature, concerne plutôt des actes de violence, et particulièrement de violence à l'encontre des femmes, parce que c'est tout ce qui est interdit dans notre société. Mais le problème, c'est que là où je fais une grande différence entre cette littérature ou ce qui est produit par l'industrie pornographique, c'est que quand on voit ces vidéos, ce sont quand même des vraies femmes, des vrais hommes, de la vraie vie qui font ce genre de pratiques, et donc il y a un problème aussi de respect de leur intégrité. Il y a un rapport qui est sorti sur la pornocriminalité, et donc qui montre à quel point cette industrie est une zone de non-droit, où des personnes sont violentées, exploitées, violées, et c'est immensément grave, et en tant que consommateur, on a aussi une responsabilité par rapport à cette exploitation des êtres humains, ce qui n'est pas le cas pour de la littérature. Mais c'est vrai que ça nous interroge. Je ne pense pas, par contre, que la pornographie soit catharsis, c'est-à-dire qu'elle nous permet d'évacuer toutes nos pulsions violentes. Je pense qu'au contraire, elle nourrit nos passions violentes et elle les amplifie parce qu'on est pris par ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on consomme, là où l'érotisme peut permettre justement d'éveiller la créativité, et on peut utiliser ce monde de fantasmes pour réveiller un désir qui serait endormi. Alors, le phénomène MeToo a fait qu'on a mis beaucoup au goût du jour la question du consentement. Du consentement sexuel dans le rapport amoureux, avec cette idée que il fallait qu'il y ait une sorte de oui clair, net, presque contractualisé entre un homme et une femme au moment d'avoir un rapport sexuel et amoureux. Est-ce que c'est pas finalement une bonne chose dans l'histoire une avancée quelque part que d'avoir cette espèce de choix qui est manifesté de façon claire? Est-ce que c'est pas une avancée dans la civilisation du rapport amoureux que cette question du consentement, Lamia Lua? Écoutez, il y a l'amour, la sexualité, on est en train de parler de choses où il y a une zone grise. Et peut-être parfois justement que le rapport de séduction, il s'accomplit aussi dans cette zone grise. Le consentement, il est important, évidemment, mais la question, c'est de savoir où est le curseur. Est-ce qu'il faut véritablement dire oui, est-ce que tu peux signer un contrat? Maintenant, on va avoir une relation sexuelle, ça va durer combien de temps? Combien de temps est-ce que tu as le droit de m'embrasser? Ça, ce n'est pas possible, ça tue le désir, ça tue l'amour. Enfin, en tout cas, existe, hein. Oui, ça existe, mais je trouve que c'est dangereux et ça fait partie des choses qui mettent en danger aussi le désir, la séduction et les rapports amoureux, si vous voulez. Maintenant, il ne s'agit pas non plus de défendre des agresseurs sexuels qui vont s'en prendre à des femmes sans leur demander si elles sont d'accord ou non. C'est pour ça que je parle de zone grise, si vous voulez. On ne peut pas créer de formule mathématique qui va permettre de déterminer exactement qu'est-ce que le consentement, quelle est sa limite. Et ça se joue aussi dans la relation, si vous voulez. C'est très compliqué. Peut-être que vous voulez qu'on revienne dessus, mais l'histoire de La Belle au bois dormant, elle est extrêmement intéressante. Oui, parlons de La Belle au bois dormant, parce que vous évoquez dans votre livre, effectivement, les contes pour enfants. Oui. La manière dont les féministes, en fait, ont vu la culture du viol dans certains contes pour enfants, notamment La Belle au bois dormant, puisqu'effectivement, le prince dans La Belle au bois dormant, on s'en souvient tous, embrasse la princesse qui est endormie pour la réveiller de son sommeil, et par définition, comme elle est endormie, elle ne peut pas consentir à se baiser. Donc, pour les féministes, La Belle au bois dormant est de la culture du viol. C'est pour ça qu'ils n'ont pas raison. Oui. Mais donc il y a une zone grise, parce que si vous voulez, si on revoit, je me suis amusée à re-regarder La Belle au bois dormant, et en fait, vous voyez bien qu'elle est amoureuse du prince Philippe. C'est-à-dire qu'elle le rencontre dans les bois, elle a chanté, je vais vous éviter, je vais vous épargner ça, je ne vais pas vous la chanter, mais elle lui a chanté la chanson « J'en ai rêvé ». Elle est amoureuse de lui, et ensuite il va la réveiller d'un sommeil de 100 ans, et on comprend bien qu'elle était amoureuse de lui, si vous voulez. Donc comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de consentement, et comment est-ce qu'on peut dire que le prince Philippe, en plus, participe de la culture du viol? Ça m'a rendue verte quand j'ai commencé à comprendre toutes les interprétations aujourd'hui qui sont faites de ce conte. Je rappelle qu'il la réveille par amour, c'est l'idée de la résurrection par l'amour, c'est un conte sur l'amour, c'est sur le pouvoir immense de l'amour, et cette interprétation aujourd'hui n'existe plus parce qu'on veut réduire ce conte à une histoire de culture de viol, et on veut dire que le prince Philippe est un porc, un agresseur sexuel, ce qui est quand même terrible, monstrueux et très, très, très dommageable à ce conte. Donc là, la question du consentement, elle me semble assez évidente, même si elle n'est pas contractualisée, même si elle n'écrit pas sur une feuille « tu as le droit de m'embrasser », mais enfin, encore une fois, lorsqu'elle se réveille, elle le regarde énamourée. Je veux dire, moi, je pense que si elle n'aimait pas ça, elle lui aurait mis une gifle, parce que la femme est aussi capable de dire non. Et il faut à un moment donné, si vous voulez, être responsables, et ces contes-là qui permettent d'être interprétés, ils doivent aussi permettre de voir ces choses-là. Thérèse Argot, sur la question du consentement. Alors, vraiment, j'espère que tout le monde va bien comprendre ce que je veux expliquer par rapport à la question du consentement, parce qu'on est dans une situation dans notre société qui est terrible, parce qu'on confond consentement sexuel
et envie sexuelle. Alors, je vais faire 2 minutes de pédagogie, parce que si on comprend ça, on sauve notre société. Et là, vraiment, on va droit dans le mur, parce qu'on confond. Et ces féministes dont on parle, elles confondent consentement et envie sexuelle. Le consentement sexuel, ça se passe dans la tête. Ça veut dire qu'avec mon intelligence, ma volonté, je dis, je suis d'accord avec le type de relation qu'on va avoir ensemble. Ça demande d'avoir une certaine maturité, ça demande d'avoir une information, ça demande d'avoir son esprit lucide. Ça veut dire que l'usage de drogue, par exemple, ou d'alcool ne permet pas de pouvoir poser son consentement. Et donc, c'est vraiment une décision de ma raison et de ma volonté. L'envie sexuelle, ce n'est pas la même chose. L'envie sexuelle, ça se passe dans le corps. C'est que je ressens dans mon corps l'envie d'avoir une relation sexuelle. Ça veut dire que je ressens très concrètement de l'excitation sexuelle. Pour un homme, l'érection. Une femme, elle est mouillée. Et donc, on voit bien dans son corps qu'il est disposé à l'acte sexuel. La grande complexité dans la sexualité humaine, c'est que parfois, on peut être consentant et ne pas ressentir dans son corps d'envie sexuelle. Mais parfois aussi, on peut ressentir de l'envie sexuelle alors qu'on n'est pas consentant. Voilà pourquoi c'est extrêmement complexe et qu'il faut bien distinguer les deux. Je prends par exemple un enfant. Un enfant à qui qu'on expose à des images pornographiques. Il va ressentir instantanément de l'excitation sexuelle. Cet enfant, ce n'est pas parce qu'il ressent de l'excitation sexuelle qu'il était consentant pour voir ces images à caractère pornographique. D'ailleurs, du point de vue de la loi, il ne pouvait pas exprimer son consentement puisqu'il y avait en dessous de 15 ans, et même du point de vue de la loi par rapport à la pornographie, c'est en dessous de 18 ans. Ça veut dire qu'il pourrait dire « mais moi j'ai envie de regarder ces images » parce qu'il ressent dans son corps une excitation agréable, mais il n'est pas en mesure de poser son consentement. C'est le livre de Vanessa Springora qui est édifiant à ce sujet, qui explique qu'elle avait d'une certaine façon envie de vivre cette relation, mais elle n'était pas en mesure de poser son consentement. Donc c'est important de bien distinguer les deux. Pourquoi ? Parce que les victimes d'abus sexuels se sentent souvent coupables et donc s'enferment dans cette culpabilité, s'enferment dans le silence, parce qu'ils ont pu ressentir parfois de l'excitation sexuelle ou du plaisir sexuel alors qu'ils n'étaient pas consentants. Et comme on confond les deux, ils disent si j'ai ressenti l'excitation sexuelle ou du plaisir, ça veut dire que j'étais d'accord. Non, il peut y avoir une vraie dissociation. Combien de jeunes, après avoir donné cette conférence, dans les lycées, reviennent vers moi en pleurs en disant « je comprends que j'ai été abusée sexuellement », des jeunes garçons par exemple, parce qu'on croit toujours que l'abus sexuel c'est une histoire de femmes. Eh bien non, un garçon peut avoir une réaction sexuelle qui ne signifie pas qu'il est consentant, donc je tiens à préciser qu'il y a une distinction. Mais de la même façon, parfois on peut être consentant, moi mon cabinet est plein à craquer, de couples qui viennent, de femmes qui me disent « mais moi j'aime mon mari, je le trouve merveilleux », d'hommes qui disent « j'aime ma femme, je la trouve merveilleuse », mais on n'a pas d'envie sexuelle. Donc ils sont consentants l'un et l'autre pour vivre une belle aventure sexuelle, mais ils ne ressentent pas dans les corps. Et donc, voilà cette différence. Et donc, ce qui est très important, c'est qu'autant le consentement est absolument nécessaire dans les relations humaines, les consentements sexuels, autant parfois l'envie, l'envie, on peut la susciter, on peut l'éveiller par un peu de créativité, par de l'imagination, par de l'érotisme, etc., pour réveiller l'envie quand elle n'est plus là. Et donc voilà en tout cas une différence qui est très importante à comprendre. Et j'ai été là il y a quelques jours sujette d'un bad buzz, mais immense de la part de mouvements féministes qui se battent dans la rue contre les agressions sexuelles, parce que je parlais du fait que parfois on n'a pas envie sexuellement, mais on peut quand même prendre des rendez-vous avec son homme, avec sa femme, pour pouvoir avoir de la connexion sexuelle, et on m'a désigné comme prônant le viol conjugal. Ouais, et ça, c'est typiquement parce qu'il y a une confusion entre envie sexuelle et consentement. Et en fait, ce qu'on peut voir aussi dans la disparition des relations sexuelles au sein des couples, c'est parce que les gens vont dire « mais je vois tout le temps en consultation, moi c'est tous les jours que je le vois ». Les gens viennent me voir dire « j'ai pas d'envie ». Et alors du coup, j'ai pas d'envie, je vais quand même pas forcer si j'ai pas envie. Donc derrière, il y a l'idée que je vais pas poser un acte où je ne serai pas consentant. Mais si tu te dis qu'il faut avoir l'envie pour avoir une relation sexuelle, franchement, ça dure quelques semaines quand tu rencontres un homme ou une femme, tu es un petit peu émoustillé par là, mais après ta vie te fait le tour, il y a les enfants qui sont là, il y a le stress du travail, il y a différentes difficultés qui font que parfois on ne ressent pas dans son corps l'envie. Et puis pour que les deux aient envie au même moment, franchement, ça devient compliqué au bout de un certain nombre de temps, de mois. Et donc les gens croient que quand on ne ressent pas l'envie au moment, il ne faut pas avoir de relation sexuelle. Et moi, en tant que sexologue, je vous dis, si vous voulez avoir une connexion sexuelle qui dure, qui soit heureuse, qui soit épanouissante, le secret des couples heureux sexuellement, c'est qu'ils prennent un temps régulier pour se faire du bien dans les corps, pour éveiller le désir. Et ce n'est pas une histoire de viol conjugal, ce n'est pas une histoire d'agression, c'est simplement de se dire que la sexualité mérite aussi d'être enrichie et de prendre du temps aussi l'un avec l'autre. Mais vous voyez, cette confusion-là, elle fait des dégâts dans notre société. Et c'est pour ça que tout le monde est là avec son truc envie ou consentement,
consentement et on a des histoires complètement incroyables de filles qui disent j'étais consentante 1 heure avant et puis je l'étais plus 1 heure après. Il y a de quoi s'y perdre. Hein. Et moi, je pense beaucoup aux hommes. Je dis, je ne sais pas comment vous faites. Je suis moi-même maman de 2 garçons. Et je me dis parfois, mais waouh, comment vont faire mes garçons pour vivre dans ce climat-là? Oui, on va parler du malaise de la masculinité, mais je voudrais qu'on parle plutôt de la question du couple. On a un peu évoqué, mais du couple hétérosexuel qui est mis en procès aujourd'hui. Oui. On se souvient du livre de Mona Chollet, Réinventer l'amour, où elle dit que le couple hétérosexuel est structuré de telle façon que finalement les femmes sont dominées par les hommes. Donc, cette question, cette espèce de suspicion d'un rapport de pouvoir à l'intérieur du couple, qui est effectivement apporté par un certain néo-féminisme. Vous érigez contre ça, Noémie Alua. Pour vous, il n'y a pas forcément de domination à l'intérieur d'un couple? Oui, c'est cette idée de politisation de l'intime. Quelque part, le couple hétérosexuel serait une sorte de cellule fasciste avec un dominant, un dominé. Et donc, l'ultime libération, ce serait de se libérer de ça, se libérer de l'amour. Donc, évidemment, elle appelle ça réinventer l'amour. Comme beaucoup de néo-féministes, d'ailleurs, qui s'intéressent à cette question, il s'agit toujours de réinventer l'amour. Mais je ne vois pas comment un amour peut être égalitaire à partir du moment... Enfin, peut être construit comme ça sur cette idée de absolument domination. Elle vous explique que nos représentations romantiques sont des représentations de domination de la femme. Les femmes sont toujours dominées dans nos représentations romantiques et donc il faut s'en libérer, il faut se libérer de cette vision de l'amour. Évidemment, c'est une vision extrêmement politique, c'est une vision qui ne prend pas en compte la diversité des couples, la diversité des histoires, la diversité des différentes histoires d'amour, si vous voulez, et surtout qui systématiquement considère que la femme est une victime et l'homme un bourreau. Et donc, on ne prend pas en compte la souffrance des hommes aussi en amour, qui est immense. Je rappelle que dans 75% des divorces, c'est les femmes qui les demandent. Je rappelle aussi que les hommes souffrent beaucoup. Vous en parliez d'ailleurs dans certains de vos ouvrages, vous en avez vu. Il y a de la vulnérabilité des hommes en amour. Pourquoi est-ce qu'il faudrait le nier, ça? Et aussi, les femmes sont toutes puissantes. D'ailleurs, il n'y a peut-être pas de lieu dans la relation où les femmes sont aussi puissantes que dans la relation amoureuse, si vous voulez. Donc, cette vision extrêmement binaire de la relation amoureuse, cette vision qui conçoit le couple hétérosexuel comme un système de domination, cette vision très politique finalement, très sociologique du couple entre l'homme et la femme est extrêmement dangereuse parce qu'elle oppose encore une fois les hommes et les femmes et elle prépare la division, le clivage des sexes et peut-être la fin de l'amour qu'on n'espère pas bien sûr. Thérèse Argot, est-ce que vous retrouvez vous dans vos consultations ce rapport de domination à l'intérieur du couple ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ou est-ce qu'il y a toujours un dominant, un dominé? En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que tous ces discours imprègnent considérablement la sphère de l'intime. Je pense par exemple à celui sur la charge mentale. On voit les couples qui arrivent et qui font des petits comptes d'apothicaire. Tu t'es occupé des enfants à ce moment-là, puis moi, t'as pu travailler, puis hop, on essaie de voir un petit peu qui c'est qui a eu plus de charge que l'autre, et puis cette charge mentale qui revient en permanence, comme expliquant à quel point tout est compliqué, mais la charge mentale est en fait un lieu justement de pouvoir, en disant mais l'homme va me déléguer toute la responsabilité, ça va m'écraser, et donc on voit en fait cette espèce de rapport de force au sein du couple, au sujet par exemple de l'organisation familiale, de la logistique. Il y a moyen de vivre autrement cette organisation que comme un rapport de force, et on peut aussi le vivre dans une vraie collaboration, de par exemple valoriser aussi ce que l'un et l'autre apportent à la relation. Mais ici, on a l'impression que les femmes arrivent dans le couple avec cette méfiance de « il ne faut surtout pas que je me fasse dominer par mon mari ». Et dès lors qu'elles arrivent avec la méfiance, il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de dialogue. Et donc, on voit ces petites guerres internes et qui rejaillissent directement, évidemment, sur l'intimité sexuelle. Donc oui, c'est un vrai sujet. Ce qui me paraît important de dire dans la relation amoureuse, dans l'amour, c'est qu'il y a une inégalité, mais qu'elle n'est pas sexuée. Dans l'amour, dans un couple, hétéro ou non, il y en a souvent un qui aime plus que l'autre. Il y en a souvent un qui va faire plus que l'autre. Il y a souvent une inégalité des sentiments, parce que l'amour, c'est quelque chose d'anarchiste. Et justement, ça dit quelque chose du désir de contrôle, si vous voulez, qui est typiquement contemporain, ce désir de contrôle absolu, jusque dans les cœurs, jusque dans ce qu'il y a de plus complexe et de plus gris à l'intérieur de nous. De considérer le rapport amoureux comme simplement un système de domination. Il y a de l'inégalité, mais ce n'est pas toujours la femme qui souffre et qui est perdante. Et vous parlez dans votre livre aussi du sacre des pantoufles et l'espèce d'idée que voilà, il y a aussi peut-être derrière ce rejet de l'amour, ce rejet du couple, ce boom du célibat, tout simplement une flemme. C'est-à-dire que les gens ont la flemme de se mettre en couple, la flemme de subir la charge de l'autre, une espèce de culte du confort individuel en fait. Est-ce que c'est pas une dimension aussi du problème ?
Tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, moi, en tant que journaliste, je me suis vraiment intéressée à tous ces discours qu'on lit dans la presse féminine. Je veux dire, là, depuis au moins 2 ans, parce que ça fait à peu près 2 ans que je m'intéresse vraiment à ce sujet, de ces discours sur le renoncement à l'amour comme apothéose de la vie individuelle et personnelle. C'est-à-dire que on a parlé du livre d'Ovidie, qui est un renoncement à la relation sexuelle, mais vous avez tous les jours des articles dans la presse féminine qui vous disent « Moi, j'en ai fini avec l'amour et aujourd'hui, je fais le tour du monde, je fais de l'humanitaire, je me consacre à mes projets et je suis beaucoup plus heureuse. » Et donc, on a l'impression que l'amour est un poids, il faut se libérer de l'amour pour être complètement libre, parce que l'amour, effectivement, c'est le danger, c'est le risque, c'est l'aventure. Et donc, je reprends la théorie de Pascal Bruckner, l'essayiste, qui parle du sacre des pantoufles. Il a écrit cet essai très, très, très drôle et très bien vu juste après la période du Covid, où il explique qu'on est dans une société qui est de plus en plus fermée sur elle-même, avec bien des générations qui ont plus de mal à sortir de chez elles, et qui vont plus faire appel à Uber Eats, qui vont se faire livrer chez elles, qui vont moins sortir le samedi soir, etc. Donc, si vous voulez, une génération et une société qui est beaucoup plus renfermée sur elle-même. Et c'est dans ce contexte-là qu'on voit des Oblomov, il appelle ça l'Oblomov, il a pris le personnage d'un personnage de la littérature russe, qui est vraiment le roi des flemmards. Et en fait, je parle d'oblomovisation de l'amour, c'est-à-dire cette idée que l'amour devient trop compliqué, et donc on préfère finalement se concentrer sur autre chose, parce que c'est moins douloureux, parce que ça coûte moins, parce que c'est moins compliqué. Et c'est aussi un effet de balancier, parce qu'on a idolâtré aussi le couple pendant des années, c'est-à-dire qu'on pensait que le bonheur ne pouvait se vivre qu'au sein du couple, et on avait d'abord ces représentations-là, qu'il n'y avait pas de joie possible en dehors de la relation conjugale, et qu'une fois qu'on était en couple, eh bien c'est là qu'on allait vraiment atteindre un objectif et qu'on aurait réussi sa vie. Et ces discours-là ont été très présents ces dernières années, et là il y a un effet de balancier en disant mais non, pas spécialement. Et je pense aussi on parlait tout à l'heure de tous ces discours liés à la libération sexuelle, il y a aussi eu cette idée le fameux mariage d'amour, qui est quelque chose de très beau, mais qui est arrivé à son paroxysme ces dernières années, parce que si on pense que c'est qu'une histoire de sentiments et de bien-être, eh bien on déchante très rapidement dans une relation de couple. On voit bien que l'altérité, elle nous confronte, et surtout, ce qui est intéressant par rapport à ce que vous venez de dire aussi, c'est qu'elle nous met en mouvement, ou en tout cas, elle nous invite à être en mouvement. Et donc, on a ce vis-à-vis qui n'est pas évident, c'est l'acceptation de l'autre, de l'altérité. Moi, je pense toujours que le couple, ce qui est formidable, c'est que c'est une petite école où on va apprendre à accepter l'autre dans ses différences, on va apprendre à l'écouter, à le comprendre, à ne pas le juger. Et l'amour va nous permettre aussi de débloquer des choses qui sont compliquées chez nous. Bref, c'est une petite école de vie qui fait de nous, qui est censé faire de nous des meilleures personnes après en société. En tout cas, dans ce sens-là, ça devient très intéressant comme aventure. Et c'est vrai qu'elle est de plus en plus rejetée. J'ai une question un peu réactionnaire, mais je vais la poser quand même. Est-ce que la dissociation totale de la sexualité et de la procréation ne joue pas aussi en arrière-plan cette espèce de lassitude généralisée de l'amour? C'est-à-dire qu'en fait, on a complètement dissocié les deux, donc en fait, il n'y a même plus d'engagement véritable dans la sexualité, puisque derrière, en arrière-plan, il n'y a plus du tout cette question. Est-ce que ça peut jouer aussi dans... C'est pour ça que, quand même, c'est important de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. On vient sur cette période de la révolution sexuelle. Alors, l'emblème de ce féminisme, qui était la pilule contraceptive, qui a permis quand même de dissocier la question de l'engagement amoureux avec la question de la reproduction. Et donc, aujourd'hui, évidemment, on peut vivre une relation sexuelle sans avoir de risque d'avoir des enfants. On peut avoir des enfants sans avoir de relation sexuelle grâce à la PMA et aujourd'hui aussi la GPA, etc. Et donc, il y a vraiment une dissociation qui est faite. Et puis aussi une dissociation qui est faite maintenant aujourd'hui entre sexualité et sentiments amoureux. On est en train de tout couper en 1000 morceaux, et finalement, on voit bien qu'on arrive à cet individualisme total, c'est-à-dire qu'on a des témoignages ou des histoires, par exemple, de femmes qui vont évidemment faire un enfant seul, sans un père, et qui le prônent comme un modèle, justement, qui est une source d'épanouissement. Alors, c'est vrai que c'est interpellant, parce que je ne nie pas qu'elle puisse être très heureuse dans ce choix-là, et je ne serai personne pour juger ce qu'elle vive, mais c'est intéressant de voir que c'est finalement le résultat de tous ces changements de société où on a coupé les choses, on a dissocié les choses de plus en plus. Noémie Alluat, vous parlez dans votre livre du film Barbie. Vous dites qu'il y a eu un énorme succès l'an dernier, et alors Barbie, évidemment, le couple Ken-Barbie, c'était un peu justement
l'apologie de ce fameux couple emblématique qu'il fallait... Voilà, avec la femme puissante, d'ailleurs. Avec la femme puissante. Avec l'homme qui porte Et main. c'est un film, effectivement, que j'ai vu justement après avoir lu votre livre. Je me suis dit, il faut quand même que je le voie pour me faire un avis. Ah ouais. Et c'est un film, effectivement, extrêmement néo-féministe, où il n'y a ni sexualité, ni romance, ni amour. Tout est absent. C'est un film sur l'homme, le rapport homme-femme sans sexualité, sans romance, sans amour, mais que justement sur une lutte de pouvoir. En quoi ce film est, selon vous, emblématique du nouveau rapport homme-femme dans notre société? D'abord, c'est intéressant parce que c'est un vrai phénomène de société. Il a dépassé le milliard de dollars au box-office. C'est un film qui est sorti au cœur de l'été, qui a entraîné énormément de débats. Et c'est vraiment un film, à mon sens. Il y a eu plusieurs interprétations. Hein. Je ne prétends pas détenir l'interprétation ultime, mais enfin, il y a beaucoup d'éléments qui montrent que c'est un film éminemment néo-féministe. D'abord parce que le terme de patriarcat est dit, je crois, 19 fois dans le film. Donc vraiment, il y a il y a des marqueurs comme ça qui sont présents tout au cours de film, avec cette idée véritablement que, encore une fois, c'est ce qu'on retrouve aussi chez les essayistes néo-féministes qui parlent de l'amour, l'idée que l'amour est un poids pour la femme, qu'il faut s'en défaire. Et donc, qu'il y a véritablement une méfiance entre les hommes et les femmes, et les femmes doivent complètement ignorer les hommes. C'est un film misandre aussi. C'est un film profondément misandre, avec Barbie Land contre Ken Land. Là, on a véritablement les hommes contre les femmes. Je veux dire, là, c'est extrêmement clair. Et à la fin, Barbie, eh bien, écoutez, elle ne fait que rabaisser d'ailleurs Ken, pauvre Ken, hein, s'il représente la masculinité dans notre monde, il est bien malheureux, il a ses pauvres chansons, là aussi je ne vais pas vous la chanter, mais I'm Just Ken, qui a été dans les tops des chansons téléchargées au moment de la sortie du film, qui est une chanson dans laquelle il dit « Je ne suis que moi dans ce monde de Barbie, je n'ai plus ma place ». C'est impressionnant, ça dit vraiment cette crise des hommes dans notre société, cette difficulté de l'homme de vivre dans ce monde où la femme est tout puissante, en tout cas dans Barbie c'est véritablement le cas, qui ne trouve pas sa place avec une femme qui est toute puissante, etc. Donc avec ce film, cette représentation-là du 21e siècle, qu'on peut mettre en comparaison avec la Barbie, la poupée qui a été créée effectivement avec Ken. Alors Ken, c'était pas le plus important chez Barbie, mais il existait. Il l'a accompagné pendant tout au long d'ailleurs de son évolution commerciale. Et aujourd'hui, Ken est un personnage complètement secondaire, ignoré, qui est sans cesse rabaissé et qui, à la fin, est complètement désespéré et qui fait de la peine, hein, franchement. Tu as dit, on voit d'ailleurs au début du film, il s'est rappelé que Barbie est la première poupée qui n'est pas maternante. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des poupées, mais c'était des petites filles qui berçaient les poupées en jouant à la maman. Et Barbie est la première poupée qui fait cette figure à la fois en fait, de la féminité, mais d'une féminité déconnectée aussi de la maternité. Je ne sais pas si vous avez eu un avis sur ce film, si vous l'avez vu. Oui, je l'ai vu, bien sûr que je l'ai vu. Et c'est vrai que ça me fait par rapport à l'histoire de l'amour, à la notion de la dépendance, c'est-à-dire on est toutes là, les trois aussi héritières de cette révolution sexuelle. Et ce qu'on a reçu depuis qu'on est enfant, c'est l'idée qu'il faudrait être indépendante, que c'est ça la liberté, de ne dépendre de personne. Et quand tu ne dépends de personne, eh bien, c'est là que tu atteins un sommet de bonheur. Et c'est peut-être ça qu'on peut questionner ensemble. Est-ce que c'est juste de dire cela? Est-ce qu'on arrive vraiment dans ce culte de l'individualisme? L'individu s'autosuffit. Est-ce que c'est vrai? Je ne pense pas, parce que je pense que vraiment notre bonheur, il vient de la qualité de nos relations. Et justement, l'être humain est un être relationnel, est un être fait pour la relation. D'ailleurs, des études qui montrent, c'est que notre bonheur va dépendre de la qualité de nos relations, de nos liens. Et donc finalement, cette indépendance, elle se retourne contre nous. Et je pense qu'on pourrait accepter cette codépendance qu'on a les uns avec les autres. Et c'est vrai que quand on commence une histoire d'amour, quand on commence à avoir des sentiments amoureux, eh bien, il y a une dépendance qui va s'installer. Et c'est là qu'elle peut sembler effrayante. Et on pourrait aussi la voir comme quelque chose de bon, de se sentir dépendant. Alors moi, ce que je propose comme vision, c'est de dire « j'ai besoin de toi, qui est différent de moi à tout point de vue, pour devenir ce que je suis ». Donc, c'est pas j'ai besoin de toi pour m'agripper parce que sans toi, je ne vis pas, mais j'ai besoin de toi pour grandir, pour devenir tel que je suis. C'est vraiment cette idée-là de la codépendance qui nous permet d'avancer. Oui, mais alors, je vous objecterai que si effectivement l'homme est un être de relation, on pourrait vous dire pourquoi ne multiplie-t-il pas les relations amicales plutôt que les relations amoureuses. Je pense à Geoffroy de Laganerie qui a écrit un livre, le sociologue d'extrême gauche, en disant, je ne sais plus le titre exact de son livre, mais c'est un livre sur l'amitié comme justement substitut à l'amour. Oui. Parce que derrière, en fait, la question de l'amour et de l'amour hétérosexuel, il y a aussi la question de la famille. Et c'est ça, en fait, qui est aussi en rejet dans notre société, c'est-à-dire pourquoi on rejette l'amour, c'est parce que derrière, il y a l'idée de la possibilité de la famille, d'une cellule qu'on n'a pas choisie. On crée des enfants qui n'ont pas choisi de naître dans cette... Et
En fait, l'amitié, c'est le paradigme du choix, tandis que l'amour serait le paradigme de la servitude, notamment à travers la question familiale. C'est vrai, mais dans l'amitié, je veux dire, dès que mon ami me contrarie pour une raison ou une autre, je peux très bien ne plus le voir. Donc, je suis encore très, très libre dans mon rapport avec lui. Alors que quand mon mari me contrarie, je dois dormir quand même avec lui le soir même. Donc, il va falloir quand même qu'on discute à un moment ou à un autre pour pouvoir essayer de se sentir mieux. Et donc, c'est encore... évidemment, je valorise énormément l'amitié et je trouve ça très beau aussi, tous ces mouvements qui disent qu'il y a différentes formes d'amour et on a raison de le dire et de ne pas être comme ça obsédé par seulement la notion de couple. Vraiment, j'y crois profondément. Mais je pense que l'intérêt de vivre une relation privilégiée avec quelqu'un, avec un engagement aussi, c'est que, dans les moments où ça gratte, où c'est difficile, c'est une bonne occasion de grandir et de le dépasser. Là où dès qu'on a un inconfort émotionnel avec son ami ou les gens qu'on rencontre, hop, on peut se détacher. Cette histoire de l'inconfort émotionnel, je pense que c'est là aussi la clé. L'inconfort émotionnel, c'est quand on a des émotions désagréables, telles que la tristesse, l'inquiétude, la colère, et on pense, nous, dans nos sociétés, que ces émotions, il faut les rejeter, qu'elles ne sont pas bonnes. Mais si, elles sont intéressantes, ces émotions-là aussi. Et donc, on pense que le bonheur, ce serait un état émotionnel avec que des émotions agréables, comme, je ne sais pas, la satisfaction, la joie. Mais non, on peut être heureux, on peut être profondément heureux avec des inconforts émotionnels. Et tous ces moments-là, ces passages-là, je ne sais pas, par exemple, moi, j'ai en ce moment là une grand-mère qui est en train de mourir. Et j'ai la tristesse, mais c'est des beaux moments qui sont en train de se passer aussi. Et c'est pas parce, et je ne suis pas malheureuse parce que j'ai la tristesse au fond de moi. Je suis heureuse de découvrir que la tristesse qui m'habite quand je vois ma grand-mère qui va bientôt nous quitter, montre à quel point on tenait l'une à l'autre et que ces inconforts émotionnels, elles disent aussi quelque chose de l'amour. Il ne faut pas tout rejeter. Et malheureusement, on a cette confusion, encore une fois, entre bonheur et bien-être. Le bonheur qui n'est pas le bien-être. Le bien-être, c'est la satisfaction de nos besoins immédiats. On a un état émotionnel agréable. Le bonheur, c'est bien plus profond. On peut être heureux alors qu'on traverse des difficultés, des souffrances. Ce sont deux choses différentes, mais on les confond dans notre société. C'est pour ça qu'on rejette la notion de l'amour, alors qu'en fait, c'est ça qui nous rend profondément heureux. Noémie, qu'est-ce qu'apporte l'amour par rapport à l'amitié? Moi, je pense pas qu'on peut renoncer à l'amour. Je pense qu'on... Non, mais sincèrement, je pense qu'on aime comme on... on aime comme on respire. Alors, vous pouvez vous boucher le nez, mais ça ne durera pas plus de 2 minutes. L'amour finit toujours par revenir. L'amour est ce qui meut le soleil et les autres étoiles, comme dit Dante dans la Divine Comédie. On ne s'en remet pas. On ne peut pas vivre sans amour. C'est complètement utopique. D'ailleurs, tout Geoffroy de la Gagnerie qu'il soit, il finira un jour par aimer. Si c'est pas demain, c'est après-demain. Ça finira par revenir. Alors, l'amour, ça se travaille, bien sûr. Ça se cadre, ça se limite. Mais enfin, vivre sans amour, c'est complètement utopique. C'est faux. Thérèse Argot, peut-être un dernier mot sur la question du malaise masculin, parce que vous voyez beaucoup d'hommes dans votre cabinet. Est-ce que vous avez le sentiment que tous ces débats... Enfin, moi, c'est mon point de vue. Je pense que finalement, cette déconstruction de l'amour, cette déconstruction de la sexualité pèse davantage sur les hommes que sur les femmes. Parce que chez les femmes, il y a quelque chose de plus incarné, de plus inné, dans notamment l'amour qu'elles peuvent porter à leurs enfants. Il y a quelque chose, leur corps se rappelle à elles. Mais je pense que la déconstruction touche davantage les hommes. Est-ce que vous êtes d'accord avec une sorte de spécificité du malaise masculin aujourd'hui? Moi, je pense vraiment que c'est les hommes, beaucoup d'hommes sont plus en souffrance avec tous ces mouvements-là. Et je sais que je vais me faire haïr encore plus par ces mouvements féministes en disant ça. Et c'est vrai que je sais qu'elles me haïssent tout particulièrement parce que je défends la cause des hommes. J'avais d'ailleurs écrit un papier dans le Figaro. Moi, les hommes, je les aime. Je les aime, qui avait eu beaucoup de succès. Et oui, moi, les hommes, je les aime. Et j'aime faire l'amour aussi avec les hommes. J'aime beaucoup faire l'amour avec les hommes. Et ça, j'ai remarqué là récemment que c'était le pire des crimes pour un certain mouvement féministe, parce que c'est vraiment comme si je pactisais avec justement avec l'adversaire. Et donc de dire j'aime faire l'amour avec les hommes, j'aime beaucoup ça, ça fait de moi aussi un peu une ennemie, parce que finalement prendre leur défense, c'est bien aujourd'hui, c'est pas bien vu. Il faut voir que potentiellement les hommes peuvent agresser, peuvent violer. Je vois le malaise par exemple parce que on est en train d'essentialiser tout ce que les hommes et les femmes peuvent vivre, c'est-à-dire qu'au lieu de dire il a posé un acte qui est condamnable, il a agressé telle ou telle personne et c'est grave, on dit il est un agresseur, il est un violeur, il est un abuseur. L'usage du verbe être est dramatique dans notre société actuellement. C'est-à-dire qu'on essentialise aussi la catégorie homme. Et tous les hommes sont exactement. Et dès lors qu'on utilise le verbe être pour parler de tel homme ou tel homme, on va dire que les hommes sont. Et ça, il faut lutter contre ça. Faites attention dans notre langage, quand on parle d'agression, d'abus sexuels qu'ont commis telle ou telle personne, toujours utiliser le verbe avoir quand il s'agit de sexualité. On ne peut pas réduire une personne à des comportements qu'il a eu à un moment donné, qui sont très graves, on ne le réduit pas à ça. On n'utilise pas le verbe être. Quand on fait ça, on est vraiment dans quelque chose qui est
non seulement irrespectueux de sa dignité, la personne n'est pas la somme de ses actes. Il peut poser tel acte qui était condamnable, mais il n'est pas que ça. Et on voit bien avec les affaires de Depardieu, etc., les Bedos, Becbédé, tout ce que vous voulez, parce que finalement, qui n'a pas aujourd'hui eu une plainte pour une accusation pour agression sexuelle. Moi, je suis révoltée par ce qui se passe actuellement, parce que on confond comment dire, vraiment c'est cette idée qu'on essentialise la personne. Ce n'est pas juste, on ne peut pas faire ça. Et d'un point de vue même philosophique, on ne peut pas faire ça. La personne n'est pas juste la somme de ses actes. Donc cette personne-là a commis cet acte-là, c'est grave, on le condamne pour ce qu'il a fait, mais on ne le réduit pas à cela. Donc finalement, si on arrive à avoir un langage qui est beaucoup plus ajusté à la situation, qu'on distingue avoir et être, et qu'on n'essentialise pas tous ces comportements-là, je pense qu'on apaisera vraiment la tension. On pourra d'ailleurs beaucoup mieux condamner certains actes et certaines personnes qui ont fait des choses très graves, parce qu'il y aura moins cette confusion, comme on a vu avec Depardieu, avec le président qui dit « mais si, moi je l'adore ». Tout ça était vraiment le signe qu'on ait une confusion entre être et avoir et qui se retourne contre les hommes et du coup indirectement aussi contre les femmes. Je tiens aussi à préciser que derrière ces hommes qui sont accusés, il y a souvent aussi des femmes qui les aiment, il y a aussi leurs enfants et donc il faut faire attention à cette façon de dénoncer des actes vraiment condamnables, mais il y a une façon de le faire pour ne pas semer la terreur dans notre climat. Et donc moi je défends ces hommes qui sont accusés avec ce verbe être. Je pense qu'il faut faire attention. Noémie Alua, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, vous, le malaise masculin? Oui, il y a un malaise aussi bien féminin. sûr. Mais on le voit même dans les discours, si vous voulez, encore une fois, des néo-féministes, quand on parle de masculinité toxique ou de déconstruction des hommes. Déjà, alors moi, il faut m'expliquer ce que c'est que la déconstruction des hommes. Est-ce que ce sont des tables Ikea qu'il faut dévisser, revisser, il faut les remettre comment? Faut m'expliquer ça. Les hommes ne sont pas des tables, ou en tout cas pas que je sache, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, moi, qui me fait aussi bien rire, c'est que vous trouvez vous pouvez faire des tests de masculinité toxique sur Internet, oui, et on regarde si vous pleurez devant les films, on regarde si vous portez les courses, on regarde, et donc en fonction de vos comportements, on va vous dire si vous êtes voilà les scores et si vous êtes complètement dans la masculinité toxique. Voilà, si vous osez un jour payer l'addition à une femme, alors attention, là vous êtes la table Ikea qu'il faut complètement dévisser, quoi. Donc vraiment il y a cette idée que dans chaque homme il y a une ADN de violeur. Et ça c'est très dangereux. Effectivement, on est dans le réductio ad personam, on est véritablement dans l'idée que tous les hommes pourraient potentiellement être des violeurs sans le potentiellement malheureusement, et donc on criminalise le masculin et on condamne l'amour, on clive les sexes, et ça c'est extrêmement dangereux. Il y a des stages pour que les hommes ne soient plus des masculins toxiques. Merci beaucoup. En tout cas, je ne sais pas si tous les hommes sont des violeurs, en tout cas toutes les femmes ne sont pas des néo-féministes, puisque vous avez donné un discours alternatif ce soir, et je vous remercie pour votre parole très libre et audacieuse par les temps qui courent. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On parlera d'intelligence artificielle. Peut-elle, oui ou non, rivaliser avec l'intelligence humaine? On en parle avec les philosophes Raphaël Enthoven et Éric Sadin. À la semaine prochaine.